la table ronde est composée de 3 personnes qui vont intervenir successivement et ensuite nous aurons un large débat. Cette question du sport pour toutes et du sport pour tous est intéressant, surtout si on regarde un peu la question des origines du sport. L'origine du sport nous montre que la question sociale est aux origines du sport. C'est-à-dire que au début, au commencement du sport, eh bien, c'est réservé à une étroite frange sociale. Et que la question de l'élargissement démocratique et social du sport est une question qui court depuis longtemps, depuis plus d'un siècle, qui n'est pas complètement terminée, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui va faire l'objet de notre réflexion. Alors, notre réflexion, on va la développer. On ne fait pas un colloque, ça mériterait à soi seul un colloque. On va le faire à travers des sortes de focus, des moments de réflexion, mais par contre, on pourra balayer très large dans la discussion. En somme, vous avez bien compris que le schéma, c'est qu'au départ, c'est l'aristocratie et la bourgeoisie qui font du sport, et pas forcément en France. En France, puis en Angleterre, puis ça revient en France. C'est une élite qui fait du sport et qui a du temps, voire même, sur la base de ce temps, les principes de l'amateurisme sont érigés en principes qui sont en principe de distinction. Hein, voilà. Et progressivement, le mouvement ouvrier, dès le milieu du XIXe siècle, proteste et dit pourquoi le monde du travail, les ouvriers, les artisans, n'auraient-ils pas droit, eux aussi, à faire du sport? Mais une fois qu'on a dit ça, l'organisation de ce mouvement ouvrier dans le domaine sportif, c'est toute une histoire qui va vous être racontée. Et alors, les 3 intervenants qui vont balayer ces questions, dans l'ordre, il y aura Madame Emmanuelle Bonnet-Ouladj, et puis, dans un deuxième temps, dirigeante de la FSGT, qui va intervenir la première. Dans un deuxième temps, il y aura Dimitri Manessis, qui est un historien qui a travaillé sur un jeune footballeur à la fois patriote, résistant de la FTP MOI, fusillé par les Allemands, Rino de la Negra, et qui associait justement l'insertion dans le mouvement ouvrier de l'Île-de-France et en même temps l'engagement politique et patriotique. Et puis Benoît Carité, qui travaille dans une université pour laquelle j'ai une certaine tendresse et sympathie, l'Université de Bourgogne, où il est maître de conférences en histoire depuis quelques années. Eh bien, il nous présentera les grandes évolutions contemporaines, justement, des politiques sportives et des organisations sportives. Au terme de ces 3 interventions, nous aurons un débat animé, j'en suis sûr, surtout si vous intervenez, vous posez non seulement des questions, mais vous faites partie de cette table ronde, vous également. Voilà, alors je vous propose que l'on commence par la première intervenante, qui va, au titre de la réflexion des dirigeants de la FSGT, peut-être elle en parle un peu de ce qu'est la FSGT, mais si besoin, on en parlera dans la discussion. À tout de suite. Bonjour à toutes et tous et merci de cette invitation. Alors, j'aimerais vous parler de la FSGT du sport rouge au sport populaire parce que je pense que ça caractérise assez bien notre longue histoire qui, en 2024, fêtera ses 90 ans, 90 années de lutte pour le droit au sport pour toutes et tous. Alors, sport rouge parce que la FSGT, elle naît en 1934, le 24 décembre, de l'Union des organisations sportives ouvrières socialistes avec l'Union des sociétés sportives et gymniques du travail et communistes avec la Fédération sportive du travail. En fait, à la fin du 19e siècle, le sport officiel, on va dire, né dans l'Angleterre bourgeoise, on a tous peut-être en image le film Les chariots de feu,
avec l'aviron par exemple. Et en France, le sport et le monde ouvrier prend aussi une traduction dans l'enjeu de l'émancipation ouvrière, puisqu'il y a une forme de paternalisme qui est organisée dans les entreprises parce que faire des activités physiques et sportives peut améliorer la productivité des ouvriers. Et donc, il y a la volonté des ouvriers, des organisations ouvrières de faire en sorte que le sport soit aussi une manière de s'émanciper au sens propre du terme, puisque le corps n'est alors que le simple prolongement de la machine, et donc l'enjeu est bien de s'approprier son corps. L'émancipation, c'est enlever la main finalement, c'est un peu enlever la main du patron et pouvoir organiser ses propres activités sportives. Et aussi, on va pas être naïf, il y a un enjeu aussi pour former des militants politiques. Donc il y a ce mouvement sportif ouvrier qui naît et qui est assez puissant. Et je vais faire un grand bond en 1934. Le 6 février, il y a l'événement de la tentative de prise du Parlement par l'extrême droite, avec des manifestations qui auront lieu dans les rues. Et les sportifs, l'USSGT et la FST, sont présents les uns à côté des autres, avec les mêmes pancartes que tous les autres, unité, unité. C'est qu'elle va organiser des rassemblements sportifs communs pendant toute l'année 34, et elles vont notamment organiser une Coupe du monde de football ouvrier, qui est aussi l'occasion de dénoncer celle qui sera officiellement organisée en Italie. Et c'est toute cette année de rassemblement sportif qui va donc donner naissance en décembre à l'union des deux organisations, à l'époque avec une coprésidence socialiste et communiste. Alors aujourd'hui, on a une coprésidence femmes-hommes, mais à l'époque, c'était un autre type de coprésidence, avec Tonin Pongioli, maire socialiste du Bourget, avec Georges Marane, qui était maire d'Ivry-sur-Seine. La charte constitutive de la FSGT, je la connais pas par cœur, mais en gros, c'est face au danger de la guerre et de la montée du fascisme et à l'atteinte aux droits des travailleurs. Voilà, il y a un enjeu aujourd'hui de s'unir. Et donc la toute jeune FSGT va non seulement commencer à s'organiser dans les clubs, puisque hier comme aujourd'hui, nous sommes d'abord une fédération de clubs, mais très vite, elle va donc donner une alternative à ce qui pour elle représente cette menace fasciste. Et donc en 1936, elle va mener une grande campagne en France contre les Jeux Olympiques de Berlin, avec une campagne qui s'appelait Pas un sou, pas un homme pour Berlin. Il y a un énorme débat dans la presse sportive au Parlement, et le Parlement vote pour la participation de la France aux Jeux de Berlin, et donc pour une subvention. Il y a un seul député qui vote contre, c'est Pierre Mendès France. Les communistes et les socialistes s'abstiennent, la droite vote pour. Et néanmoins, le Parlement vote une subvention pour la FSGT, puisque le projet alternatif aux Jeux de Berlin, c'est de participer aux Olympiades populaires de Barcelone, qui sont initiées par une organisation de Barcelone, dans laquelle il y a une trentaine de pays, et d'ailleurs pas toujours des pays reconnus, il peut y avoir des pays colonisés, qui y participent. Et donc la FSGT, ces sportifs s'entraînent au stade Pershing à Paris. Il y a beaucoup de médiatisation. Et le fait marquant, c'est qu'en juillet 36, donc la délégation part avec toutes les délégations des différents pays. Et la veille de l'ouverture des Jeux, ils entendent des pétards et ils pensent qu'il y a un feu d'artifice en leur honneur. Et en fait, c'est Franco qui fait un coup d'État. Donc, ces Olympiades n'auront pas lieu. Elles sont oubliées de l'histoire du sport. Et il y a des sportifs qui restent aux côtés des républicains espagnols et dont aujourd'hui on essaye de rappeler la mémoire.
et d'autres sportifs rentrent. C'est Auguste Delaune qui organise toute la solidarité avec les Républicains espagnols, avec des camions de la FSGT de solidarité qui sont affrétés pour aider la République espagnole. Et en effet, un petit mot sur Auguste Delaune, puisque j'ai parlé des coprésidents. Auguste Delaune est le premier secrétaire général de la FSGT, et cette année, on a commémoré la 80e année de sa disparition, puisqu'il a été la seule figure de la résistance française à animer le seul réseau de résistance dans le sport, arrêté par la police, française au Mans, et tué à mort par la Gestapo. En fait, ce qui est aussi assez peu connu, c'est que à ce moment-là, Vichy interdit certaines fédérations. Donc, il y a l'UFOLEP, qui est une fédération amie de la FSGT, qui est liée à la Ligue de l'enseignement, qui, elle, est interdite, et une autre fédération. La FSGT n'est pas interdite par le gouvernement de Vichy. Pourquoi? Parce qu'il y a une instrumentalisation à ce moment-là en interne à la FSGT, et le gouvernement de Vichy requalifie la FSGT en USGT, Union sportive et gymnique du travail, puisque le terme fédération est alors réservé aux fédérations officielles. Et donc, il y a une partie de l'USGT qui était plutôt issue, désolée de le dire comme ça, mais ceux qui étaient issus du mouvement socialiste, qui donc collaborent au régime de Vichy, défilent devant Jean Borotra, qui était sous-secrétaire d'État au sport. Et puis, il y a la grande partie de la FSGT qui, elle, rentre en résistance. Donc, j'ai parlé d'Auguste Delaune. Et donc, il y a deux choses. La première, c'est d'animer le réseau Sport Libre, qui se matérialise par un journal clandestin, qui dénonçait la politique de Vichy en matière de sport, et qui évidemment dénonçait la déportation de sportifs juifs. On connaît tous Alfred Nakache, par exemple, Young Pérez. Et puis il y a ce réseau de résistance qui s'organise en appui sur les clubs. Et les préfets de l'époque, d'ailleurs, arrêtent un certain nombre de dirigeants sportifs qui sont tués. Après la libération, il y a une épuration qui est faite au sein de la FSGT, puisque ceux qui ont collaboré ne sont évidemment pas les bienvenus. Et donc, il y a un travail important qui est fait pour reconstruire la France, et donc pour reconstruire les services publics et pour reconstruire la politique sportive. Et la FSGT s'inscrit dans le cadre du Conseil national de la résistance, avec notamment Jean Guimier, qui a impulsé la création des offices municipaux des sports, les OMS, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont largement diffusés, et qui avait donc pour objectif de co-construire ce que doit être un service public du sport entre les collectivités territoriales, les clubs sportifs et l'État. Voilà, donc ça, c'était une étape très importante pour la FSGT, qui a été évidemment très affaiblie pendant la guerre, mais qui pendant 2 ans est passée, je crois, de mémoire de 50 000 adhérents à 250 000 adhérents. Donc ça a été un moment assez incroyable de développement, mais ça s'arrête assez vite, puisque très vite la FSGT est accusée d'être une alliée du bloc de l'Est, et va être même sommée de rendre des comptes, et sa subvention va d'ailleurs être supprimée. Et c'est toute cette période des années 50 à 60 où la FSGT est isolée en France parce qu'elle est mise sur le banc. C'est une fédération rouge. Et finalement, c'est cette période d'isolement, qui va l'inciter à innover, parce qu'elle n'a pas le choix pour s'en sortir. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre des profs de PS qui, eux, sont aussi isolés au sein de l'éducation nationale, parce que on leur impose toujours une pédagogie
qui n'est pas une pédagogie où on rend les jeunes libres de leur manière de pratiquer. Et donc cette rencontre entre la FSGT et des profs de PS, qui souvent sont communistes aussi, eh bien, va leur permettre d'innover et de révolutionner même la pédagogie sportive. C'est ce qui va donner naissance aux stages de type nouveau et surtout aux stages Maurice Baquet qui sont toujours enseignés aujourd'hui en STAPS et où en fait on part du principe assez simple où on se dit que on n'a plus à dire à l'enfant ou à l'adulte comment il doit performer, agir sur un terrain de sport, mais que c'est lui-même qui va trouver sa propre manière d'inventer des solutions de jeu et donc qui va permettre d'innover et de gagner. Et aujourd'hui, le succès des sports collectifs français est vraiment l'héritier de cette révolution pédagogique. Pour les enfants, de la même manière, c'est cette époque qui a permis de se rendre compte que ça servait à rien d'apprendre à nager en dehors du bassin, mais qu'il fallait s'approprier son corps dans l'eau parce que le corps, il permet de flotter, de s'immerger, de se propulser. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui s'appelle Raymond Cateau, par exemple, qui a animé la dimension natation et qui est à l'origine de la réussite française de la natation. Et donc cette période, elle va évidemment inscrire la FSGT dans une dynamique complètement nouvelle qui jusqu'à présent n'était pas forcément prise en compte, une pédagogie qui révolutionne l'entraînement sportif et qui va amener une autre forme de démocratisation. Mais dans ces années-là, et parce que c'est aussi un sujet, je dirais pas d'actualité, mais où il y a un peu de parallèle, il y a aussi la question de l'indépendance en Algérie. La FSGT est immédiatement aux côtés des populations algériennes musulmanes et on a beaucoup d'archives qui montrent bien tout le travail de la FSGT, d'abord pour penser des licences en français et en arabe avant qu'il soit question même de l'indépendance et très vite dès la guerre d'Algérie de dire qu'en fait il peut pas y avoir de sport pour toutes et tous dans une société qui n'est pas pour toutes et tous. Il peut pas y avoir de sport populaire sans paix. Et ça, c'est vraiment un leitmotiv qu'on va garder jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui va motiver aussi la FSGT pour lutter aux côtés des sportifs non raciaux d'Afrique du Sud pendant l'apartheid, d'organiser en France des tournées Nelson Mandela, d'appeler au boycott de l'équipe de rugby qui était vraiment le véritable fer de lance de l'Afrique du Sud pour c'était aujourd'hui ce qu'on appellerait le soft power. C'est ce qui fonde aussi notre coopération depuis 40 ans maintenant avec les sportifs palestiniens pour évidemment se dire que quand on n'a pas le droit au déplacement, quand on n'a pas le droit, quand un peuple n'a pas le droit à son autodétermination, bah, évidemment, il sera pas à même de développer une pratique sportive de qualité, émancipatrice pour toutes et tous. On travaille aussi toujours encore avec les sportifs japonais contre l'armement nucléaire et on commémore régulièrement Hiroshima, Nagasaki en courant ensemble un marathon qui relie les deux villes. Donc à partir des années 60-70, on assiste à une démocratisation des activités physiques et sportives qui sont liées aussi à la marchandisation du sport. Et donc l'enjeu pour la FSGT à ce moment-là est justement de pouvoir montrer en quoi la démocratisation ça veut dire accès de toutes et tous, passe d'abord et par un service public du sport et par une dimension associative. La marchandisation, elle, ayant un enjeu d'abord lucratif et donc un enjeu d'abord de répondre à une offre de marché et donc pas forcément à toutes celles et ceux qui en ont les moyens d'une part et d'autre part pas forcément avec un contenu de qualité des activités. Et donc dans ces années-là, la FSGT elle rend possible des activités qui paraissent impossibles à celles et ceux qui n'en ont pas les moyens. Et donc, par exemple, elle fait venir les montagnes dans les villes. Donc, c'est ce qui donne naissance aux structures artificielles d'escalade. Première tour d'escalade, c'est à la fête de l'humanité. Et c'est la FSGT qui est à l'origine. Et comme ça prenait beaucoup de temps de monter cette tour et qu'on pouvait pas faire monter beaucoup de personnes à la fois, eh bien naissent aussi de la FSGT les blocs d'escalade
où là, on peut faire monter plusieurs personnes et c'est beaucoup plus facile à démonter. Et ça a été vraiment un aspect important de la démocratisation, avec en parallèle l'accès à la vraie montagne et là, la force de la dimension associative, alliée évidemment aux politiques des communes aussi, d'acheter des... Aujourd'hui, elles revendent toutes leurs chalets, mais voilà, il y a vraiment cet enjeu de démocratisation. On peut parler de la même chose pour la plongée, on peut parler de la même chose pour la voile. Et puis, toute cette dimension pédagogique dont j'ai parlé tout à l'heure, elle renaît aussi, par exemple, avec un événement comme Mai 68, où lors de l'occupation des usines, naît en Seine-Saint-Denis le football à 7 auto-arbitré, qui est aujourd'hui la première activité à la FSGT. Certains nous disent encore, mais vous êtes fous du foot sans arbitre. Eh bien, justement, non, c'est du football où les 7 joueurs et 7 joueurs s'auto-responsabilisent. Et donc, il y a un enjeu d'émancipation, de fair play qui est absolument extraordinaire et qui naît en partie des usines de Renault qui sont occupées, même s'il naît aussi dans un tout autre contexte en Ardèche à la même période. À partir des années 80, l'arrivée de la gauche au pouvoir, donc la FSGT et d'autres organisations pensent que ça va être l'envolée absolument extraordinaire. Et c'est la période où nos effectifs, nos nombres de licenciés et d'associations commencent à baisser. Pourquoi? Parce que la FSGT, elle est donc origine ouvrière, donc beaucoup de clubs d'entreprises. Eh ben, il y a les entreprises qui commencent à fermer et donc notre tissu associatif se restreint, s'affaiblit et donc on a des grands clubs omnisports qui ferment un peu partout en France. Et donc petit à petit, la FSGT est passée de une fédération sport ouvrier, fédération club d'entreprise mais ouvrier, à une fédération qui est de plus en plus plutôt ancré avec des clubs de proximité, des clubs de quartier. Et donc aujourd'hui encore, on a en France seulement 5 ou 6 grands clubs omnisports qui ont plus de 5000 adhérents, notamment évidemment en Île-de-France, et de plus en plus l'émergence de petites associations, d'associations moyennes. Peut-être pour résumer aujourd'hui pourquoi nous, à la FSGT, on fait le choix de parler de sport populaire plutôt que de parler de sport pour toutes et tous. Et d'ailleurs, on l'a mis en signature de notre logo parce que le sport populaire, c'est le sport qui vient du peuple. C'est le sport qui n'est pas décrété par une fédération internationale ou par une institution, mais c'est le sport qui est inventé, dont les règles sont renouvelées par nos clubs, par nos bénévoles, par nos adhérents, parfois même dans la rue. Le football sans arbitre, il a d'abord été joué dans la rue, et dont on arrive à s'approprier collectivement pour ensuite mailler le territoire et développer vraiment un enjeu associatif. Parce que face au bouleversement de la société, écologique, économique, démocratique, sociaux, l'association va vraiment être un lieu important pour créer de la solidarité, pour créer de l'innovation et le sport, l'activité physique parce qu'il engage la tête, parce qu'il engage le corps, va vraiment être un enjeu absolument essentiel de l'émancipation humaine demain. Donc le sport populaire, ça porte toutes ces valeurs d'émancipation, de solidarité et d'inclusion aussi, puisque c'est le changement opéré, c'est de se dire que par exemple une personne en situation de handicap, ce qui est important, c'est non pas que elle s'adapte à l'activité face à laquelle elle va se retrouver, mais que les personnes qui vont l'accueillir dans le club soient en capacité de s'adapter à elle et donc de l'inclure. Voilà. Donc, dans le prolongement de cette première intervention, comme je vous l'avais indiqué, on va passer la parole à donc Dimitri Manessis, qui, avec Jean Vigreux, a fait un travail spécifique à la fois de recherche, de publication, d'édition sur un jeune footballeur
justement lié à la FSGT, mais lié aussi à la résistance, dont le nom ne figurait pas pendant très très longtemps dans les rétrospectives, même ce qu'on pourrait appeler les travaux sérieux sur l'histoire du sport et du sport démocratique. Il a fallu ce travail de recherche pour, en quelque sorte, faire le lien avec ce qui, sur le terrain, se passait, parce que la mémoire de ce footballeur, elle existait toujours dans le club, le Red Star de Saint-Ouen. Et cette mémoire, justement, à partir de là, eh bien, l'investigation, la recherche patiente et pas simple, combinant la recherche sur archives, mais aussi de retrouver la famille et qui avait des documents et la mémoire de tout cela, a permis de réinscrire le personnage de Rino Della Negra, qui fait partie des 23 fusillés au moment de la répression contre les FTP et MOI, dans un groupe dont un détachement qui était dirigé par Isaac Manouchian, dont vous savez que on va commémorer ou célébrer la mémoire à travers une manifestation au mois de février qui sera la panthéonisation de Manouchian et de sa femme au Panthéon. Si vous voulez, pour nous aujourd'hui, cette réflexion sur le rapport entre sport, engagement patriotique d'un jeune de 20 ans mérite réflexion, parce que c'est pas du tout évident. Et Dimitri va vous raconter un peu ce qu'il en était concrètement de ce qu'on pourra appeler l'emploi du temps de Rino Della Negra, et en voyant ce qu'était son emploi du temps, vous verrez à quel point il y avait quelque chose de profond dans son engagement. Je te passe la parole. Merci Serge. Merci aux organisatrices et organisateurs pour leur invitation. Comme Serge l'a précisé, moi, à l'origine, je ne suis pas historien du sport. Vous en avez un éminent à mes côtés. Moi, je suis à l'origine historien du communisme. Et avec Jean Vigreux, qui était donc mon directeur de thèse à l'époque, pour tout un tas de raisons. Et d'abord pour la raison que Serge a évoquée, à savoir la mémoire vivante aujourd'hui de Rino Della Negra, qui est perpétuée moins par le club en lui-même du Red Star que par les supporters du Red Star. C'est par ce biais-là que la figure de Rino Della Negra nous a intéressés, et c'est par ce biais-là, par cette mémoire vivante et même visible et bruyante des supporters vis-à-vis de la figure de Rino, qu'on a décidé de se pencher sur le sujet et d'écrire un livre qui est paru aux éditions Libertalia. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas pouvoir vous raconter tout le parcours de Rino, et puis il faut que vous achetiez mon livre, donc je vais pas non plus trop vous en dire, mais j'ai voulu intituler ma communication des terrains à la guérilla. Alors peut-être qu'on va s'éloigner un peu de l'histoire générale de la FSGT, mais ce titre, il est pas pour rien, parce que le titre qu'on a donné, nous, au livre, c'était Rino Della Negra, footballeur et partisan. C'était à la fois une manière de synthétiser ce qu'a été la courte vie de ce jeune homme, puisqu'il a été fusillé à 20 ans, footballeur et partisan. C'était aussi de jouer sur les sonorités pour rappeler les francs-tireurs et partisans auxquels appartenait Rino Della Negra, puis les FTP MOI. Et j'ai voulu reprendre un peu ça dans le titre de ma communication, parce que quand on se penche justement sur l'emploi du temps, comme disait Serge, de Rino Della Negra, on constate qu'il a été footballeur et partisan, qu'il a été sur les terrains et dans la guérilla, en fait, en même temps. Ça a plongé dans la clandestinité, d'abord comme réfractaire au service du travail obligatoire, puis comme partisan armé au sein des FTP d'Argenteuil, puis des FTP MOI du 3e détachement italien de la région parisienne. C'est cette clandestinité-là, par un apparent paradoxe, ne l'a pas empêché de continuer sa carrière de footballeur amateur, sur laquelle on va revenir. C'est pour ça que quand on se penche sur cette figure biographique, sur ce parcours biographique, pardon, de cette figure-là,
on a en permanence les terrains et la guérilla à l'esprit. On a en permanence le footballeur et le partisan. Rino Della Negra, c'est donc quelqu'un qui est né de parents italiens en France, à Vimy, dans le Pas-de-Calais. Sa famille, elle vient du Frioul. Son père est briquetier, il fait partie de cette vaste émigration économique qui participe à la reconstruction de la France après les ravages du nord-ouest de la Première Guerre mondiale, du nord-est, pardon, de la Première Guerre mondiale. Et son père et donc la famille se déplacent de chantier en chantier au gré des embauches. Et ils finissent par se fixer en 1926, quand Rino a 3 ans, à Argenteuil. Et à Argenteuil, pas n'importe où, dans le quartier de Mazagrande, dit Mazagrande, un quartier d'émigration italienne, qualifié de Petite Italie d'Argenteuil. Et ça va avoir une importance fondamentale, puisque Rino va grandir et évoluer et se former et se forger dans un environnement qui n'est pas n'importe lequel, sur un territoire qui n'est pas n'importe lequel. Ça va être un territoire conquis au niveau de la députation par Gabriel Péri dès le début des années 30, puis en 1935, au moment de la première vague rouge de conquête des municipalités par le Parti communiste, par Victor Dupuy. Et donc Argenteuil, par son maire et par son député, s'intègre pleinement dans ce qu'on appelle la ceinture rouge, la banlieue rouge de la région parisienne. Et donc c'est dans ce cadre-là que Rino va évoluer dans une famille qui n'est pas spécialement politisée à l'origine, mais qui va côtoyer tout un tas de gens. Et ça, c'est ce qui nous a paru de très important à faire et à rechercher dans notre travail, c'est d'essayer de reconstituer la jeunesse de Rino Della Negra, de ne pas se focaliser que sur la figure de combattant et de martyr de la résistance, mais sur ce qu'il avait été avant. Et avant, on se rend compte, en reconstituant ses réseaux d'amitié, son premier cercle d'amis, dont certains qu'on a rencontrés, et je voulais avoir une petite pensée quand même pour Gabriele Croin, de son nom de jeune fille Simonazzi, qui était une amie d'enfance de Rino Della Negra et qu'on a pu rencontrer et qui nous a apporté un témoignage et des documents très précieux pour arriver à reconstituer son parcours, et qui est morte dimanche dernier. Et je tenais à la saluer sa fille Corinne, et saluer sa gentillesse et sa disponibilité pour notre travail. C'était vraiment une femme souriante, gentille et pleine d'anecdotes et d'histoires passionnantes qu'on a écoutées avec bonheur. Bref, cette famille Simonazzi, pourquoi j'en parle aussi? Parce que ce sont des communistes, ce sont des rouges qui participent à bâtir à reconstituer une petite Italie antifasciste en exil en France. Ce sont des gens qui gravitent dans les réseaux de la main-d'œuvre immigrée, dans les réseaux également en parallèle du Parti communiste italien en exil, et un des frères de Gabriele, qui se trouve être un très bon ami de Rino, et un de ses partenaires de terrain, nous en reparlerons, il s'appelle Tonino, et Tonino va combattre en 1937 dans les brigades internationales, de même que celui qui deviendra le futur mari de sa sœur, André Croin, qui va même jusqu'à italianiser son nom en se faisant appeler Cruino pour pouvoir être intégré en Espagne dans la brigade Garibaldi et combattre à côté de ses copains italiens d'Argenteuil. Donc, je vous dis ça parce que tout ça forme un soubassement, si vous voulez. Et même si Rino Della Negra n'a jamais eu sa carte au Parti communiste, ni même de ce qu'on en sait à la CGT, Rino a été, dès l'âge de 14 ans, un prolétaire, un ouvrier métallurgiste qui travaillait aux usines Chausson à Asnières, pas loin d'ici. Il a été très proche de combattants des brigades internationales et de militants communistes. Et il a vécu dans une atmosphère qui était celle, et ça c'est un mot important, qui a été celle du Front populaire. Ce moment où la FSGT naît, se développe et irrigue le territoire de la banlieue parisienne. Je rappelle un chiffre qui est donné par Nicolas Xismartov dans ce très bon et beau livre qui est disponible à la vente, je crois, La FSGT du sport rouge au sport populaire. Nicolas rappelle que en 1938-39, un joueur de football sur 3 en région parisienne est affilié à un club lui-même affilié à la FSGT. Donc la FSGT, c'est pas rien concernant le foot.
Je vous parle du foot tout en ayant en tête que le grand sport populaire de l'époque reste le vélo, le cyclisme, que le football s'imposera véritablement qu'à partir des années 50, 60, 70. Néanmoins, Rino est un dingue de football et il va évoluer. Ce qu'on a essayé de reconstituer, là aussi, c'était pas forcément facile parce que les clubs ils disparaissent, les noms changent, évoluent, c'est pas toujours les archives n'existent pas ou plus en tout cas, et donc c'était pas forcément facile de reconstituer son parcours de footballeur. Néanmoins, on en a reconstitué quelques-uns et je vais aller très vite. Il joue dans le club de son entreprise, le sport corpo, le sport ouvrier, c'est-à-dire un sport à l'initiative du patronat d'usine. Et Rino joue dans l'équipe de Chausson. Il joue également vraiment dans l'équipe dans laquelle il va particulièrement briller. Rino, c'est un joueur de grand talent, hein. Toute la presse sportive de l'époque le montre et le décrit comme ça. Il va jouer dans un club, il va briller dans un club, notamment au début des années 40, un club affilié à la FSGT qui s'appelle la JSA, la Jeunesse Sportive d'Argenteuil. Et si on se penche un petit peu sur la dénomination de ce club, c'est intéressant parce que ça nous éclaire sur pas mal d'enjeux. D'abord, ça nous éclaire sur les enjeux de la guerre et ce dont parlait l'intervenante juste avant, à savoir l'évolution vichisto-compatible de la FSGT pendant la guerre. La JSA, la Jeunesse Sportive d'Argenteuil, s'appelait la Jeunesse Sportive Jean Jaurès d'Argenteuil avant la guerre. Bon, on voit bien que cette évolution vichisto-compatible a fait que le patronyme du leader socialiste assassiné en 14 pour son opposition à la guerre était un petit peu trop lourd à porter pour les nouvelles orientations idéologiques qui étaient à l'œuvre. Donc on enlève le nom de Jean Jaurès. Cette jeunesse sportive Jean Jaurès d'Argenteuil était elle-même le fruit en 1934, et là on revient aux origines de la FSGT, entre la jeunesse sportive ouvrière d'Argenteuil, club communiste, et le club athlétique Jean Jaurès d'Argenteuil, club socialiste. Et tout au long des années 30, tout au long de ces années du Front populaire, ce club va être partie prenante des enjeux politiques de son temps. C'était une organisation sportive d'abord, mais qui n'hésitait pas à collecter de l'argent, des vivres, à faire des campagnes de solidarité pour l'Espagne républicaine. La jeunesse sportive d'Argenteuil avait également mis en place pour ses équipes féminines, c'était des clubs omnisports, hein, je précise, comme c'était à peu près la norme à l'époque, avait mis en place pour ses équipes féminines une coupe Gerda Taro, du nom de la photographe morte en Espagne en 1938. Donc c'était voilà, un club dans lequel va évoluer Rino et ses amis, qui, il y a quelques années, était un club profondément marqué par justement ce passage du sport rouge au sport populaire, par cette massification de la FSGT et surtout par ce lien très fort, on pourra y revenir dans la discussion, entre l'histoire de la FSGT et les enjeux de la période, c'est-à-dire de la période du Front populaire. Et puis Rino va être recruté en 1900, à l'été, pour la saison 43-44, il va être recruté au sein du Red Star, qui s'appelle le Red Star Olympique à l'époque, club basé déjà à Saint-Ouen, et qui est un des grands clubs prestigieux de la banlieue parisienne et de Paris, avec le Racing, avec d'autres, et qui, bien évidemment, fait les frais, lui aussi, de la politique du sport de Vichy, puisque Serge vous en a parlé tout à l'heure, il a soulevé la question de l'amateurisme et du professionnalisme. Je ne vais pas vous faire une conférence sur la politique du sport sur Vichy, déjà j'en serais incapable, et puis il y a bien d'autres collègues qui l'ont fait avant moi, mais Vichy déteste le professionnalisme. Vichy veut revenir et revient à une pratique amateur du sport. Pourquoi ? Parce que la pratique amateur du sport, c'est l'aspect aristocratique du sport. C'est toutes les références d'anciens régimes qui sont mobilisées par Vichy. On démantèle les équipes professionnelles, on les regroupe en fédérations de provinces. Là aussi, on revient aux provinces. Il y a des équipes d'Aquitaine, des équipes, etc. Et on veut, je dis on, c'est le gouvernement de Vichy, on veut revenir à un esprit non pas populaire justement, mais aristocratique du sport. Puisque le professionnalisme était, je schématise, mais était quand même une manière de permettre à des ouvriers de jouer au sport
à haut niveau et de faire concurrence à des équipes issues de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. Je vous renvoie à toute l'histoire et le développement du football en Angleterre à la fin du 19e et au début du 20e. Donc je retombe sur mes pattes du début et puis je vais m'arrêter parce qu'on m'a dit 20 minutes et moi je suis discipliné. Rino, ça nous a passionnés et on n'a pas de réponse définitive. Comment ce jeune homme qui, à titre individuel, n'est pas spécialement politisé, qui est promis à une belle carrière de footballeur, comment est-ce qu'il se retrouve dans une élite combattante de la région parisienne issue de la résistance communiste, à savoir les FTP-MOI? Et là, je retombe aussi sur mes pattes des terrains à la guérilla. C'est parce que les hypothèses les plus plausibles qu'on peut faire, c'est que justement son entrée dans la résistance, son passage de réfractaire au STO à combattant armé de la résistance, il se fait, sans doute, c'est des hypothèses qu'on met, mais c'est les hypothèses les plus fiables qu'on a, il se fait justement par les terrains de sport. Il se fait par toute une série de rencontres, par un réseau qu'il a. Il est hébergé, quand il est clandestin, par les frères Queloux. Ce sont des Arméniens qui jouent à la JSA à ses côtés. Lorsqu'il va à Argenteuil, enfreignant toutes les règles de sécurité de la résistance d'ailleurs, pour rendre visite à ses parents, il est hébergé chez Tonino, ex-brigadiste qui jouait avec lui à la JSA et qui est le seul à savoir que non seulement il est réfractaire au STO, mais qu'il est aussi combattant dans les FTP. Quand il joue à la JSA, il joue également aux côtés de Louis Cioccarello, qui est un des responsables des Forces Unies de la Jeunesse Patriotique et du Front National en Haute-Marne et qui sera déporté en 1944. Donc, lorsqu'on se penche sur son activité de guerriero, il faut, pour la comprendre, se pencher sur son activité de sportif. Et son activité de sportif, elle se fait pas dans n'importe quel club de sport, pas à n'importe quelle époque, elle se fait dans le contexte de clubs historiquement liés à la FSGT qui avaient partie prenante avec les enjeux politiques de leur temps et qui, par conséquent, créaient pas forcément des militants à la chaîne, mais créaient une ambiance, une atmosphère, une culture politique qui aidait à la mise en place de réseaux de solidarité et éventuellement de passage de la clandestinité à la lutte armée. C'est donc cet apparent paradoxe, mais qui renvoie aux enjeux de la guérilla. Un guerriero doit être à la fois clandestin, discret, au plus haut point, et en même temps, il doit être totalement inséré dans son milieu et pouvoir y évoluer comme un poisson dans l'eau, pour reprendre la métaphore du président Mao. Donc, sur cette citation du président Mao, je vais m'arrêter. Voilà, et je vous remercie. J'ai vraiment fait très court et très schématique, je m'excuse. Non, mais tu as donné envie d'en savoir plus, et dans la discussion, on va évoquer aussi cela. Anne, je les montre le livre dont tu as parlé, est là sur la table de librairie pour tous ceux qui auront envie de continuer après à en savoir davantage. Et même, comme vous avez un des deux auteurs, vous pouvez avoir en plus la dédicace. Alors, vous voyez, il faut pas s'en priver. Et je dois dire juste au passage que l'édition Libertalia va accueillir dans les mois qui viennent un nouvel ouvrage sur la MOI, l'histoire de la MOI et des FTP, qui sortira au début de l'année 2024. Et avec les mêmes auteurs, qui sont évidemment, vous avez compris, de très bons auteurs. Alors, maintenant, je passe la parole à Benoît Carité, qui va reprendre un peu les questions qui ont déjà été évoquées au passage, pour les traiter dans tout ce qui est les évolutions contemporaines du rapport entre mouvement ouvrier et monde sportif et pratique du sport. Je lui passe la parole, toujours pour une vingtaine de minutes, ce qui nous permet après d'avoir le débat. Merci Serge, et merci donc de m'avoir invité à participer à cette table ronde consacrée au thème « Sport pour tous et pour toutes ». Un thème que je trouve très intéressant parce qu'il renvoie à un certain nombre d'objectifs, de finalités qui sont, je crois, partagés par l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, quel qu'il soit, quel que soit leur bord, plus près, quel que soit leur bord, mais avec peut-être des choses très différentes
des objectifs très différents, une vision des choses assez singulière. Et la question que je me suis posée donc lorsqu'on m'a invité à participer à cette table ronde, c'est quel est finalement l'apport de la FSGT à cet enjeu, à cet objectif de sport pour toutes et pour tous? Qu'est-ce qui fait la singularité de la FSGT dans la poursuite de cet objectif, en sachant encore une fois que c'est un objectif que l'on retrouve un peu partout. Bon, je prends un exemple très simple pour introduire, et puis ensuite je reprendrai l'histoire par le début. La loi de mars 2022 sur le sport, loi française, porte la marque de cet objectif. Il est inscrit dans la loi, essayer de favoriser le développement du sport pour tous. Mais de quel sport parle-t-on? Comment veut-on le développer? La question, bien sûr, est loin d'être développée, précisée, comme s'il y avait quelque chose d'un petit peu magique dans cette façon de présenter les choses. Une fois qu'on a posé l'objectif, une fois qu'on l'a posé donc par écrit, eh bien, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Alors, première question qui me semble intéressante à aborder, c'est pourquoi cet enjeu de démocratisation du sport, de développement du sport pour tous, pourquoi y a-t-il véritablement ici quelque chose à mettre en œuvre, à développer? Alors la question, je pense, la réponse à cette question est, me semble-t-il, assez évidente. Vous le savez sans doute, depuis les origines du sport en France, nous sommes dans les années 1880, un certain nombre de défenseurs du développement de la pratique sportive envisagent cette activité comme étant une activité éducative. Cette activité va permettre de développer, bien sûr, la force physique, l'énergie, mais également de développer un certain nombre de vertus morales, la combativité, l'esprit d'équipe, le respect de l'adversaire, le respect de l'autre, des choses qui, je crois, sont extrêmement bien connues. Je rappellerai simplement le nom d'Henri Didot, un proche de Pierre de Coubertin, qui, lors du 2e congrès olympique du Havre, prononce une conférence sur l'influence des exercices, des sports athlétiques, l'influence des sports athlétiques, l'influence morale des sports athlétiques, voilà, j'y arrive. Et puis, bien sûr, vous connaissez peut-être aussi, si le sport fait partie des sujets qui vous tiennent à cœur, vous connaissez le livre de Pierre de Coubertin, Pédagogie sportive, publié en 1922, livre dans lequel Pierre de Coubertin explique en quoi le sport peut être éducatif. Bien évidemment, ce qui caractérise cette entreprise d'éducation, ce n'est pas une entreprise d'éducation des masses, c'est une éducation qui est d'abord et avant tout réservée à une élite, l'élite des lycéens, l'élite des étudiants, à une époque bien sûr où les études secondaires sont payantes, où 1% d'une classe d'âge poursuit des études secondaires au lycée et peut espérer aller jusqu'au bac. Donc on a vraiment ici quelque chose qui est réservé à une élite. Mais on comprend mieux du coup pourquoi la démocratisation du sport peut être un enjeu à partir du moment où l'on envisage la possibilité pour les hommes, les femmes, les garçons, les filles appartenant aux classes populaires, à partir du moment où donc on envisage la possibilité qu'eux puissent aussi développer ces vertus que le sport permet de cultiver. Alors, ce n'est pas la seule raison d'être de cet objectif de démocratisation du sport. On voit bien que pour un certain nombre de décideurs politiques notamment, développer la pratique du sport n'est pas forcément lié à cet objectif d'éducation, d'émancipation, comme le disait tout à l'heure Emmanuel Bonnet-Oulage dans son intervention. Entre les deux guerres, en 1920, sous l'influence du ministère de la Guerre, mais pas seulement, on veut développer la pratique des exercices sportifs, on veut développer des terrains de sport pour permettre aux jeunes gens et aux jeunes filles de faire des exercices physiques. Là, on pourrait dire, ben voilà, un exemple de volonté de démocratisation de la pratique sportive. Sauf que l'objectif n'est pas du tout un objectif éducatif, l'objectif n'est pas du tout un objectif d'émancipation, l'objectif est tout simplement de ce que l'on appelle à l'époque, c'est le slogan qui revient très souvent comme un leitmotiv, lutter contre la dégénérescence de la race. Donc après les pertes effroyables de la Première Guerre mondiale, il faut reconstituer une population forte, et pour cela, bien sûr, on compte sur la pratique des exercices physiques, la pratique des sports.
Donc on subventionne les associations sportives, on encourage la création de terrains de sport, on exempte les associations sportives de la taxe sur les spectacles que doivent acquitter tous ceux qui organisent des spectacles payants. Bref, des facilités sont accordées au mouvement sportif pour permettre le développement du sport à l'intention du plus grand nombre. Mais là, vous l'aurez compris, l'objectif n'est pas du tout éducatif. Certains disent bien sûr que cela peut avoir cet intérêt, mais je pense que dans l'esprit des gouvernements de l'époque, ce n'est pas la priorité. Les choses changent bien sûr avec le Front populaire, puisque Léo Lagrange, lui, va essayer de contribuer à la démocratisation du sport, donc toujours à travers les mêmes moyens, créer des terrains de sport pour que tous puissent pratiquer des activités sportives, subventionner les fédérations, subventionner les associations. Il y a également aussi le brevet sportif populaire qui est créé pour essayer d'entraîner les jeunes à faire du sport, leur donner envie de faire du sport pour participer à cette journée au cours de laquelle, partout en France, simultanément, sont organisées des épreuves physiques. Et puis, bien sûr, eh bien, l'objectif ici change, il n'est plus simplement hygiénique, il est aussi éducatif. La pratique sportive, comme la pratique des activités culturelles, est un instrument d'émancipation du plus grand nombre. On va ainsi permettre aux classes populaires de sortir de cette situation d'aliénation qui est la leur. C'est une rupture qui est assez forte et quelque chose qui va, je crois, marquer durablement les esprits, puisque le Front populaire fait partie des points de repère très importants dans l'histoire de cette volonté de démocratiser le sport à des fins éducatives. Après la Deuxième Guerre mondiale, donc, on voit à nouveau cet objectif de démocratisation se développer un petit peu partout. La Direction générale de l'éducation physique et des sports, donc l'administration qui gère les affaires sportives à cette époque-là, va faire en sorte de développer la pratique sportive des jeunes dans deux grandes directions. Alors bien sûr, il y a les fédérations qui sont délégataires de services publics, mais ces fédérations-là, on va les laisser vivre un petit peu leur vie avec une certaine liberté d'action. Tous les ans, on compte le nombre de licenciés, on donne une subvention qui est proportionnelle au nombre de licenciés, et puis ensuite, eh bien, faites ce que vous pouvez avec les maigres moyens que l'on vous a octroyés. En revanche, cette direction générale de l'éducation physique et des sports, elle va encourager le développement de la pratique sportive à destination des classes populaires dans deux grandes directions. La première direction, c'est le sport scolaire. Donc le sport scolaire, l'OSU, l'Office du sport scolaire et universitaire, ce qui existe aujourd'hui, qui existe toujours et qui s'appelle l'UNSS. Et donc à cette époque-là, l'idée, c'est que le sport scolaire, c'est le conservatoire du sport pur. C'est le seul endroit où on peut pratiquer un sport qui soit réellement éducatif. Et donc, tous les jeunes, garçons ou filles, qui sont de plus en plus nombreux dans les établissements secondaires, puisqu'on est au début de ce que l'on appelle l'explosion scolaire, eh bien, ces jeunes gens, ces jeunes filles vont pouvoir pratiquer librement des activités sportives dont on espère bien sûr qu'elles ont des vertus éducatives. Donc des subventions relativement importantes qui sont accordées aux associations sportives scolaires, à la Fédération du sport scolaire, l'obligation pour tous les enseignants d'éducation physique de donner 3 heures de leur emploi du temps hebdomadaire à l'animation de l'association sportive. Donc là, ce sont des mesures qui sont quand même relativement fortes, relativement incitatives et qui vont permettre, en une dizaine d'années, aux effectifs du sport scolaire d'être multipliés par 3. Donc une réussite qui est tout de même relativement intéressante, relativement importante. L'autre initiative, qui est plus spécifiquement à destination des classes populaires, c'est ce que l'on appelle la jeunesse ouvrière. Donc la jeunesse ouvrière, c'est quelque chose qui a été créé par le service des œuvres post-scolaires de cette direction générale de l'éducation physique et des sports. Et ici, il s'agit de créer des centres dans lesquels les jeunes travailleurs, les apprentis, qu'ils soient garçons ou filles, puissent pratiquer des activités sportives. Vous comprenez bien que entre l'école primaire, où il y a un peu d'éducation physique, et l'activité sportive en club à laquelle peuvent s'adonner ceux qui le souhaitent, il y a un grand vide. Il y a un grand vide que la direction générale espère combler en organisant donc des centres d'activité physique
d'entreprises ou des centres d'activité physique ruraux, donc qui vont permettre d'accueillir un certain nombre de jeunes apprentis, de jeunes travailleurs, qui ainsi vont pouvoir pratiquer les exercices physiques. Ici, l'objectif, il est clairement affiché comme objectif éducatif. Si l'on veut que les jeunes fassent du sport, c'est parce que, encore une fois, le sport a des vertus. Je cite ici le projet de doctrine d'éducation physique établi par l'Institut national des sports en 1945. Le sport est action du corps, de l'esprit et de la volonté. Sa valeur éducative n'est réelle qu'à la condition d'agir simultanément dans cet ordre d'idées, c'est-à-dire pour le bien de l'individu et de la collectivité. Donc là, clairement, on envisage, à travers ces différentes actions, le sport comme une activité éducative, pas simplement bonne au plan corporel, au plan hygiénique, mais également pour le développement, l'épanouissement de la personne. Les fédérations contribuent, je dirais, un peu mécaniquement à cette démocratisation du sport, puisque les effectifs sportifs augmentent, les clubs sont de plus en plus nombreux, pour qu'il y ait ainsi élargissement du nombre de sportifs, du nombre de licenciés. Il faut bien évidemment que ce sport qui était au départ un sport de la jeunesse dorée devienne de plus en plus un sport populaire, que le sport qui était également une activité principalement masculine devienne une pratique ouverte aux jeunes filles. Donc il y a ici bien évidemment démocratisation. Mais clairement, les fédérations ne font pas de cette démocratisation du sport un enjeu. On continue dans les fédérations à fonctionner, et peut-être même fonctionne-t-on de plus en plus sur ce modèle-là, on continue donc à fonctionner de façon à produire une élite, à obtenir les meilleurs résultats dans les championnats sportifs. L'enjeu n'est donc pas du tout de développer quelque chose qui soit un sport éducatif. Il y a d'un côté un discours dans lequel, discours d'assemblée générale, discours de congrès, dans lesquels, bien évidemment, on va citer Coubertin, on va revenir sur les valeurs du sport, mais entre ces discours et puis la pratique quotidienne du sport dans les clubs, je crois que l'écart est souvent, trop souvent, important. Il y a un véritable décalage, pour ne pas dire un hiatus complet entre les deux. Et c'est là que la contribution de la FSGT apparaît de manière singulière et tout à fait intéressante. D'un côté, bien sûr, la FSGT se montre extrêmement critique vis-à-vis du sport fédéral. On critique le chauvinisme, on critique la commercialisation du sport, on critique également le fait qu'on s'intéresse exclusivement ou principalement au championnat, donc aux résultats. Et ceci, bien sûr, c'est une façon de dire que dans cette forme de sport, eh bien, qui attise de mauvaises passions, des passions négatives, qui essayent de gagner plus d'argent que le voisin, eh bien, dans cette logique-là, bien évidemment, on est très loin d'un sport éducatif. Et donc, à la FSGT, on va voir se développer un discours critique du sport tel qu'il est pratiqué dans les clubs des autres fédérations, avec, en 1963, une interpellation très forte du cercle d'études centrales, donc, qui avait été créé au sein de la FSGT dans les années 50. Un cercle d'études centrales, si vous voulez, qui est une réunion de personnes qui vont réfléchir à ce qu'est le sport ouvrier, essayer de le faire évoluer positivement. Et en 1963, donc lors du congrès national de la FSGT, un rapport est présenté devant donc l'Assemblée, un rapport dans lequel est mis en question le modèle du sport ouvrier. Alors, je vous donne plusieurs citations qui vous permettront de bien comprendre ce qui est en question. Robert Méran explique aux congressistes « Il s'agit de mettre en œuvre une pratique sociale du sport et donc d'organiser nos structures de sections, de clubs, de calendriers pour que cette pratique sociale soit socialement juste, progressive et non pas contraire à ce que nous souhaitons. » Alors c'est peut-être un petit peu abstrait, peut-être le point de discussion n'est-il pas très clair. Il est beaucoup plus clair dans l'intervention de Raymond Chanon. Raymond Chanon, donc, qui est un autre membre du Cercle d'études centrales et qui dit « Il faut concrétiser ces idées, donc le développement d'un sport éducatif de masse, il faut concrétiser ces idées dans la pratique, en particulier en ne copiant pas systématiquement tout ce qui se fait dans les autres fédérations, dont la préoccupation essentielle, à l'inverse de la FSGT, est de dégager l'élite. » Enfin, Roger Fidani, secrétaire général de la FSGT dans les années 60,
nos finalités et les exigences de l'évolution du sport moderne nous imposent de repenser la pratique du sport telle que nous la proposons actuellement aux masses et de rechercher des formes d'organisation des activités sportives qui reflètent mieux notre conception éducative du sport. Bref, pour peut-être ramasser et résumer ces quelques citations, on ne peut pas se contenter d'imiter ce qui se fait dans les autres fédérations. Il faut produire un modèle d'organisation du sport, d'apprentissage du sport spécifique qui permette de développer un sport qui soit vraiment éducatif et bien sûr un sport qui permettra aux masses de véritablement s'émanciper. Donc ça, c'est quelque chose qui provoque un véritable choc. On en retrouve des citations dans différentes publications de la FSGT pendant une dizaine d'années. Cela avait été particulièrement salutaire. Et du coup, une réflexion s'engage. Une réflexion s'engage, donc, qui est pilotée par ceux qui avaient mis le doigt sur ce qui peut-être posait problème, à savoir donc les membres du cercle d'études centrales. Deux stages d'expérimentation comparée sont organisés en 1964 à Malakoff et un autre à Sète en 1965. Il s'agit donc d'essayer de comprendre comment fonctionnent les activités sportives, qu'est-ce qu'elles ont comme point commun, comme spécificité. Et sur cette base-là, bien sûr, de proposer quelque chose qui permette de découvrir le sport sous ses différentes facettes. Sont ensuite organisés les stages Maurice Baquet, dont parlait tout à l'heure Emmanuel Bonnet-Oulage. Donc ces stages Maurice Baquet qui sont des lieux d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'expliquer aux stagiaires, aux sessionnaires comment il faut enseigner, ce qu'il faut faire. On pose les enjeux, on propose un certain nombre d'éléments théoriques qui vont alimenter la réflexion, et ensuite on se lance dans une véritable expérience, on fait des propositions, on vérifie qu'elles fonctionnent, si ça ne marche pas, on les modifie, on les abandonne, on en propose d'autres, etc. Et cela, ce n'est pas simplement une méthode visant à permettre de construire une doctrine qui serait ensuite appliquée dans les clubs, c'est une méthode que Robert Méran et tous ceux qui ont travaillé avec lui dans les stages Maurice Baquet veut que les animateurs des clubs FSGT mettent en œuvre à l'échelle de leur club. C'est-à-dire que ce n'est pas le résultat de l'expérimentation qui est important, ce n'est pas ça qui fait l'acquis des stages Maurice Baquet, c'est découvrir une méthode, montrer ce qu'elle peut apporter, pour ensuite la mettre en œuvre au fil du temps dans son club, dans sa section FSGT. C'est quelque chose qui déroute un peu les sessionnaires. Certains d'ailleurs le disent. Bon, on n'était pas venu pour ça, on n'était pas venu pour apprendre une méthode d'investigation, on était plus venu pour récupérer des recettes. Et puis aussi, certains sessionnaires sont un petit peu surpris par le côté très abstrait de certaines réflexions, voire parfois franchement hermétiques. Et donc, ils disent qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils étaient venus chercher et qu'ils repartent de là relativement déçus. Quoi qu'il en soit, ce sont des propositions très concrètes qui sont mises en place et qui permettent véritablement de proposer dans les sections enfants, mais également dans les sections adultes, parce qu'il y a toute une dimension, bien sûr, de la réflexion qui porte aussi, pour une part sur l'éducation physique, comme il a été dit tout à l'heure, mais pour une bonne part aussi pour les sections FSGT, de loisirs, de plein air. L'idée, bien évidemment, c'est de proposer une organisation de la pratique sportive qui soit vraiment en prise avec les objectifs de la FSGT, à savoir l'auto-organisation, l'autogestion. Donc, on organise les enfants en république éducative. On leur propose plutôt des mises en situation que véritablement un travail des exercices à répéter comme on le fait classiquement dans l'entraînement sportif. Donc il y a véritablement une évolution de ce qui est proposé en termes de contenu donc, pour pratiquer les activités sportives, quelque chose qui va influencer bien sûr le sport à la FSGT, mais qui va, comme le disait Emmanuel Bonnet-Oulage tout à l'heure, qui va également influencer l'éducation physique et sportive, puisque jusque-là, on était quand même beaucoup sur quelque chose qui était de l'ordre de l'application de ce qui se faisait dans les clubs. On s'entraînait finalement pendant les cours d'éducation physique plus que véritablement faire une pratique éducative. Je m'arrêterai là. Je te remercie. Et je remercie ton sens des responsabilités. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, parce que je sais que les organisateurs ont une vision souple de l'organisation. On a encore quelques minutes. Oui, bon, donc nous pouvons ouvrir le débat et la discussion portant évidemment davantage sur les questions qui ont été évoquées, des questions fortes, questions elles-mêmes du sport ouvrier. Ça, on pourrait renverser la question, y a-t-il un sport ouvrier? Qu'en reste-t-il? Mais il y a le rapport des ouvriers et du sport, ce qui n'est pas exactement la même chose. On voit bien tout à l'heure dans son propos, Emmanuel Bonnet-Oulage a évoqué la désindustrialisation et la perte de la substance ouvrière, disons, dans la jeunesse ouvrière des années 80-90, c'est évidemment un arrière-plan fondamental pour comprendre l'évolution des clubs, d'une manière générale. Mais d'une manière générale, il y a aussi la question fondamentale que Benoît a évoqué, c'est-à-dire le prolongement de l'âge scolaire, les bouleversements de la scolarité, le développement l'allongement à 14 ans, puis à 16 ans, puis à 18 ans de l'obligation scolaire modifie complètement le rapport de la jeunesse et de son temps libre et du sport. Et d'autre part, la montée du monde étudiant également. La question d'un sport spécifiquement universitaire et étudiant apparaît même 68 est un mauvais point de repère de ce point de vue, parce que la montée du monde étudiant en masse, c'est postérieur à 68, même si on a retenu l'émergence du monde étudiant en 68. Enfin, il y a le problème de l'intersection entre politique sportive, organisation du sport et organisation politique et vision politique de la société. On voit bien que les choses sont plus compliquées qu'il n'y paraissent avec la période de l'occupation. On voit bien aussi comment dans les années 20 et 30, Benoît a évoqué la manière, l'ambition éducative, mais aussi les politiques d'encadrement de la jeunesse ou de régénérescence de la race. C'est aussi l'idée du développement de la discipline au travail, la discipline sociale qui était présente dans toute une série de clubs financés par le patronat. Si on prend, je ne sais pas moi, les clubs sportifs associés à la SNCF, et la SNCF, c'est pas n'importe quoi, c'est la première entreprise de France, hein. C'est 500 000 salariés. Eh bien, c'est clairement dit que dans les clubs sportifs de la SNCF, du patronat SNCF, on apprend d'abord, on apprend à être à l'heure et la discipline au travail. Alors vous allez me dire, il y a un bon côté, mais il y a quelque chose qui est de l'encadrement, quoi, de l'encadrement. Tout ça pour vous permettre, maintenant vous avez mûri vos questions, et donc à vous de nous poser des questions aux intervenants. Allez-y, sans retenue. Vous avez envie d'en savoir plus. Et vous avez remarqué qu'il y a une divergence entre l'intitulé qu'on a mis, ce que Benoît a évoqué, et le propos d'Emmanuel Bonnet-Oulage à propos de sport populaire et sport pour tous. Vous avez remarqué. Alors, si vous ne l'avez pas remarqué, j'assiste. Sport ouvrier, sport populaire, sport pour tous, ça n'est pas évidemment équivalent. Ça n'est pas équivalent. C'est à la fois une proposition, une orientation, et après, il y a aussi un état des lieux. Hein, qui fait du sport, comment on fait du sport, et puis, évidemment, que derrière, il y a quelque chose qui ne se posait pas à l'époque de Rino Della Negra, un petit peu quand même, ça commence à apparaître, c'est-à-dire les finalités du sport entre la compétition et ce qu'on pourrait appeler le sport et le bien-être. Or, c'est devenu majeur dans les années 90-2000. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a unité du monde et de la pratique sportive, ou au contraire une forte dissociation? Je pose mes questions, elles sont cousues de fil blanc, évidemment, c'est des gros. Donc tout ça pour vous laisser la parole.
Un, deux. Ah ben merci. Oui, c'est une question qu'on a déjà un petit peu abordée tout à l'heure. Donc, on commence, même pour des gens comme moi qui ne connaissent pas bien l'histoire du sport, à bien voir cette question de l'évolution sociale, assez rapide, somme toute, la prise en main, enfin, ou en compte du sport, à la fois de façon très volontariste par, on peut dire, les organes du mouvement ouvrier, et puis aussi, on peut dire, une passion qui se développe. Donc c'était un peu l'articulation entre ces deux aspects sur lesquels je vous ai vous interroger. On a parlé du cyclisme, par exemple, comme bon, grand sport. Jusqu'à quel point est-ce que c'est une passion qui est liée aussi à la possibilité de s'acheter des vélos, hein, qui se développe. Jusqu'à quel point c'est encadré, promu, enfin, etc. Et ça a aussi des significations politiques, comme ça a été bien étudié pour d'autres sports, notamment le football, le basket, etc. Donc, comme on n'a pas beaucoup parlé, peut-être on peut revenir un peu là-dessus. Et puis, de façon générale, peut-être sur ce que tu évoquais, la grande diversité des sports, peut-être même leur diversification dans l'histoire. Ça, vous me direz, si de la fin du 19e jusqu'à maintenant, on est dans une diversification de plus en plus grande. Et est-ce que la diversification, elle est liée, selon vos connaissances, ou pas, ou comment, à une volonté de hiérarchisation, c'est-à-dire la hiérarchie qu'on perd à un endroit. Hier, on a parlé du rugby et du fait que le rugby a perdu assez tardivement, mais plutôt dans le sud-ouest, sa qualité de sport aristocratique. Est-ce que ça se déplace vers d'autres sports, quoi? C'est-à-dire, est-ce que notamment l'apparition de nouveaux sports, c'est lié à cette recherche de distinction sociale, quoi? C'est-à-dire comme si la lutte contre les effets de la démocratie et du nivellement démocratique ont des élites ou des marchands, hein, qui vendent de la distinction, etc. Voilà le sens de ma question. Moi, je vous propose effectivement je garde un micro quand même, comme ça me permet qu'il y ait plusieurs questions. Hein, et puis ensuite, on répondra. Donc, les questions vont tourner. Il y a plusieurs intervenants. Il y a monsieur au fond, monsieur devant, là, et puis madame aussi, Gaxi. Alors, allez-y. Oui, alors, pas du point de vue des pratiques sportives de compétition, du point de vue des pratiques sportives de tout un chacun. Est-ce que quand même il n'y a pas des choses qui ont totalement changé du point de vue de leur sociabilité? Est-ce que, par exemple, la finalité de bien-être, est-ce que la médiatisation, enfin, etc., etc. Est-ce que quand même aujourd'hui, est-ce que le sport aujourd'hui, alors je dirais populaire, enfin pas forcément populaire, mais dans son usage général, n'obéit pas quand même fondamentalement à une sociabilité très différente de ce que pouvaient être les pratiques sportives que vous avez évoquées il y a un demi-siècle ou un tiers de siècle. Ben si, bien sûr. Monsieur, attendez, prenez le micro, derrière vous. Voilà, on va vous donner le micro. Oui, alors moi, c'est le problème sport collectif, sport individuel. Parce que actuellement, on voit émerger de nouveaux sports qui sont des sports plutôt individuels que des sports collectifs. Hein, on n'invente pas de nouveaux jeux, si je peux dire. Hein. Je pense par exemple à des sports qui ne sont pas reconnus d'ailleurs, hein, pour l'instant, hein, qui ne sont pas trop reconnus. Hein. Alors ça, c'est la première question. Et l'autre aspect de la question, est-ce que la professionnalisation du sport, et y compris dans les sports amateurs, il n'y a pas la mise en avant de l'individu plutôt que le collectif? Ça fait 3 questions en une, hein, largement, et encore. Hein. Madame Gaxi, Louise et monsieur, j'ai vu après. Et après, on fait un premier série de réponses. Moi, tu as dit que tu n'étais pas spécialiste de Vichy, mais c'est vrai que je n'étais pas du tout au courant j'y connais rien à l'histoire du sport. Et donc, est-ce que tu peux préciser sur le pourquoi ils ne voulaient pas de sport professionnel? Et s'ils n'en voulaient pas et en plus ils interdisaient,
pourquoi le Racing, est-ce que c'était légal son club là où il jouait, ou est-ce que c'était interdit? Enfin voilà, quel était l'enjeu pour lui? C'était ça un peu la question. Et l'autre question, merci d'avoir expliqué ce que c'était les stages Maurice Baquet, parce que elle dit donc Emmanuel que ça continue à être enseigné, et donc c'était pour voir si aujourd'hui comment c'est enseigné pour les profs d'éducation sportive, et est-ce qu'ils continuent les expérimentations, est-ce que l'enseignement voilà en STAPS continue ce type de cette manière-là, quoi. Très bien. Fais passer le. Il y a encore des questions? Beaucoup? Bon, parce qu'il y a monsieur là-bas, il va être frustré, il a posé la question. Bon, on va lui redonner on va vous donner la parole, donc, après. Mesdames. Merci. J'ai deux questions. Par rapport au nationalisme, parce que le sport a beaucoup servi, justement, le nationalisme, notamment en période d'avant-guerre, etc. Bien. Et je suis choquée, actuellement, par mes petits-enfants qui pleurent. Je croyais que c'était nous, c'est pas par nous. Non. Ah bon, d'accord. Pas encore. Pas encore, d'accord. Je suis choquée par l'émotion spectaculaire, surabondante, etc. Lorsqu'une équipe française perd. Mais ça fait des drames familiaux. Alors, c'est le chauvinisme, le nationalisme. Est-ce que c'est ça? Enfin, ça me choque. Voilà, moi, on me demande, je dis que le meilleur gagne. Mais j'avoue que ce nationalisme, à travers les équipes justement, des États, c'est aberrant pour moi, puisque c'est contraire à l'esprit sportif. Il y a un esprit guerrier qui transparaît par rapport à ça. Et puis, j'ai une autre question, mais je ne me rappelle plus. Alors, je ne me rappelle plus. Je vous la poserai tout à l'heure. Ben voilà. Merci. Alors, voilà. Et ça. Bonsoir. Je vais essayer de parler. Je vais vous parler un peu d'un vécu que j'ai, surtout dans le monde de l'entreprise. Moi, j'étais un des responsables de la commission confédérale sport à la CGT et j'ai dirigé les premiers stages confédéraux à Courcelles sur 8 jours, dans le monde entier. Et quand on voit le monde de l'entreprise dans lequel on est avec la désindustrialisation, on a énormément perdu. Je vois les gros CE qu'on a pu... Moi, j'ai fait une étude au niveau de la métallurgie. Les grosses entreprises, les unes après les autres, quand il y avait moins de salariés, vendaient tout leur patrimoine qu'ils avaient. On a connu Banque de France et autres, des grosses structures. Et ça a été catastrophique aujourd'hui. Moi, j'ai vu qu'on organisait dans pas mal d'entreprises, quand je dis entreprises, surtout des grosses 1500 salariés, il y avait des tournois de service, football, athlétisme, triathlon, volley, basket. Et ça, aujourd'hui, ça se fait quasiment plus. On peut savoir, c'est les CE. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un CE qui a beaucoup investi à Gennevilliers. À un moment donné, avec Chausson et Thomson CSF, on avait créé le centre équestre, qui est populaire. On était un des créateurs. Cours de tennis, vestiaire de foot. On était innovateurs à l'époque sur cela. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Et puis, c'est vrai, quand on entend Emmanuel parler d'un certain nombre de choses au niveau de la FSGT, j'ai eu la chance aussi, moi, de participer au stage Maurice Baquet avec Robert Méran, j'en ai fait plusieurs. Et quand elle parle d'innovation, c'est vrai. Si je prends le sport, je suis encore entraîneur d'athlètes. Quand je vois au niveau de l'athlétisme l'innovation que la FSGT a amenée, à l'époque, les filles ne sautaient pas à la perche, ne lançaient pas le marteau, ne faisaient pas le steeple. Aujourd'hui, c'est dans les championnats du monde, dans les JO. Donc c'est dire qu'on a innové à travers ces stages Maurice Baquet, un certain nombre de choses. Et je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui. Moi, quand j'entends sur le sport la ministre, il y a 2-3 jours, il faut que les gens fassent 30 minutes de sport par jour, mais comment ils vont le faire? Tout seuls? Quand on parle de sport à l'école, moi je veux bien que ce soit les profs, mais l'idéal, est-ce que ça ne serait pas de remettre, comme ça existait dans le temps, un professeur d'éducation physique spécialisé dans chaque établissement scolaire pour reprendre les choses? Ça serait beaucoup plus logique. Et si on veut développer le sport, le rendre populaire, puis le faire en 2024, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode par rapport au développement que l'on veut.
Moi, quand je vois les enfants, par hier, j'avais 35 enfants, de 6 à 10 ans sur le stade. Quand on voit les difficultés à faire, les scolioses qu'ils ont, on est obligé de nous de faire les corrections. Ce n'est pas à nous de le faire, ça sera à partir de l'école en ayant des assises un peu plus conçues. Donc c'est tout ça qu'il faut, je crois, dans le monde dans lequel il faut qu'on se bat. Moi, je veux bien 30 minutes. Mais est-ce que c'est les collectivités qui vont rémunérer ou défrayer les éducateurs? Quelle formation on fait? Parce qu'on attend, il y a moins d'éducateurs, il y a moins de profs d'éducation physique aujourd'hui. Et tout ça, c'est un vrai problème, comme on l'a dans le problème de la médicale et autres, hein, tout un tas de domaines. Et je pense que le service public aujourd'hui, il est en train de mourir à petit feu. Et je crois que c'est dans tout ça qu'il faut que le sport arrive à se relever avec d'autres moyens que ceux qu'on peut donner aujourd'hui. Parce que s'il n'y avait pas les collectivités, je ne sais pas où on irait. Merci beaucoup. Vous voyez, là, il faut s'arrêter parce qu'autrement, on ne va pas pouvoir répondre. Et encore, c'est un défi pour répondre à tout ça. Je pense que c'est quasiment impossible. Sauf qu'ils ont médité. Vous avez médité plein de réponses intéressantes. En ce qui me concerne, s'il faut, j'apporterai une ou deux micro-réponses, mais c'est à vous de répondre. Alors, Ruth Tache. Je vais essayer. Alors, par rapport à je les prends un peu dans l'ordre, alors ça risque d'être inévitablement décousu. Chacune de ces questions mériterait, je crois, un long exposé. Hein, donc, répondre en quelques minutes, ce sera bien évidemment, inévitablement un peu décevant. Par rapport à la passion du cyclisme qui précède effectivement la passion du football en tant que spectacle. C'est-à-dire que le Tour de France passionne les foules, cela ne veut pas dire pour autant qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de coureurs cyclistes qui font des courses cyclistes tous les dimanches. C'était justement un des enjeux à la FSGT à un moment donné, de faire en sorte que de cette passion pour un spectacle, on arrive à partir de là à mettre en place une pratique, des courses cyclistes d'amateurs et bien évidemment remplir à travers cette façon de faire l'objectif qui est d'attirer les classes populaires à la pratique sportive dans un but d'émancipation. Aussi, bien sûr, il faut le reconnaître, on attire des individus qui peuvent demain devenir des militants politiques et des militants syndicaux. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vraiment ici quelque chose qui... Ça fait partie le cyclisme fait partie de ces activités qui compte de très nombreux spectateurs, alors même que le nombre des pratiquants n'est pas très important. Contrairement au football, où il y a quand même beaucoup on est, je crois, à 3 ou 4 millions de pratiquants réguliers et irréguliers. Parce qu'il oublie de dire qu'il a beaucoup travaillé en termes de recherche sur les journaux sportifs, qu'actuellement il mène une recherche sur le miroir du cyclisme et l'étude justement du cyclisme, c'est que les milieux populaires, leur mode de locomotion quotidien, c'est le vélo. Et donc, il y a une manière aussi de se retrouver, même si on n'est pas pratiquant sportif du vélo, on est usager et pratiquant quotidien très souvent, ce qui n'est pas exactement le cas du rapport au vélo aujourd'hui ou dans les 20 ou 30 dernières années, ce qui a changé. Alors, donc, je crois que on a répondu peut-être à cette première question, même si ça mériterait peut-être d'être davantage développé. La question de l'élargissement, de l'évolution des pratiques sportives, de ce que cela peut avoir comme signification, là aussi c'est une question extrêmement complexe. Ce que l'on peut dire, ce que je peux vous dire, c'est que la première enquête statistique qui a été réalisée sur les pratiques sportives en France, on comptait une quinzaine, une vingtaine d'activités sportives. En 2010, l'enquête nationale sur les pratiques sportives des Français, c'est 230 activités. La dernière enquête qui vient de sortir, l'enquête 2020, dont les résultats ont été publiés au printemps 2023, c'est 530 activités ou modalités de pratique. Alors en sachant que parfois il y a des choses qui sont des activités de niche, hein, il y a quelques dizaines d'individus qui pratiquent ces activités-là, mais c'est pour dire qu'effectivement on a un élargissement. Alors, pour aller vite, vous avez les sports traditionnels de compétition, clubs, fédérations, sport collectif, sport individuel, donc athlétisme, natation, gymnastique, football, rugby, les 5 sports collectifs, etc. Je ne les citerai pas tous.
À ces activités-là vont s'ajouter des activités de pleine nature. Donc tout ce qui est ski, voile, qu'est-ce que j'oublie, ski, voile, aviron, bon bref, un certain nombre d'activités, montagne et mer. Et puis vont s'ajouter également les activités dites de forme. Donc tout ce qui est gymnastique d'entretien, de l'aérobic de Véronique et Davina des années 80, aux activités les plus récentes, step, etc. Enfin, dernière catégorie d'activités, ce que l'on appelle les sports de rue. Le skateboard, la trottinette, le hockey sur trottoir, etc. Donc des activités qui sont pratiquées par des jeunes auto-organisés. Donc ça, c'est une première tendance à l'élargissement. L'autre tendance qui apparaît, tendance lourde, c'est on se détourne du club. Aujourd'hui, le sport en club, c'est un quart de la pratique sportive. Ça veut dire qu'on pratique chacun pour soi, tout seul, chez soi. On pratique en petits groupes de sociabilité, on se retrouve le dimanche matin pour faire du football dans les jardins publics, on court ensemble, on participe à des épreuves de course à pied ensemble, on décide de partir en randonnée ensemble, on fait... Bon, bref. Donc des formes d'activité, des formes d'organisation, qui sont très souples. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'organisation. Certains ont parlé de sport sauvage. Bon, non. Mais ce sont des formes d'organisation à faible contrainte, avec des groupes qui se recomposent, qui se reconstituent au fil du temps. Donc ça, c'est aussi une tendance assez forte, avec d'un côté des jeunes qui ne veulent plus pratiquer en club et qui pratiquent sous des formes relativement libres, et puis de l'autre, bien sûr, les adultes. On a fait du sport en club, ça y est, c'est bon, on a fait le tour du football, du rugby, du volley et des autres activités en compétition. Donc on continue à faire du sport, mais au lieu de s'affilier à un club, on le fait entre nous, tranquillement, entre amis, entre voisins, avec des formes d'organisation relativement souples. Donc effectivement, du coup, la démocratisation du sport, le développement du sport pour tous prend une autre forme, puisqu'aujourd'hui on est dans les 70-80% de pratiques, de Français qui pratiquent régulièrement. On est à, je crois, 13% de Français qui ne pratiquent pas du tout, pour des raisons de santé, pour des raisons d'emploi du temps, pour toutes sortes de raisons. Donc c'est quelque chose quand même qui est intéressant, c'est qu'on a développé de manière très importante la pratique sportive. Enfin, la pratique sportive s'est développée de façon très importante depuis les années 45, il y a une véritable explosion de la pratique sportive en France. Alors, vous posiez la question de la distinction. Il y a démocratisation d'un certain nombre d'activités. Que font ceux qui pratiquaient ces activités-là pour se distinguer ? Souvent, ce sont des modalités qui vont différencier. Je prends un exemple, celui du tennis, qui a été relativement bien étudié. Il y a, dans les années 1980-90, démocratisation du tennis. Que font ceux qui faisaient traditionnellement du tennis entre eux, dans une logique d'entre-soi, et bien évidemment dans une logique distinctive ? Ils continuent à faire du tennis. La distinction, elle ne s'opère plus sur la pratique, mais sur le club dans lequel on pratique. Les nouveaux venus vont dans des clubs qui sont moins sélectifs, moins distinctifs. Ils font du tennis. Et ceux qui faisaient traditionnellement du tennis, eh bien, continuent à jouer dans des clubs extrêmement sélects, où les droits d'entrée sont souvent relativement élevés. Bon, c'est confortable, il y a un beau clubhouse, il y a des arbres il y a de l'ombre sur les terrains. Enfin, c'est vraiment souvent très, 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 très beau. Alors que les clubs les plus récents, là où vont ceux qui sont d'extraction, on va dire, plus modeste, sans forcément être d'extraction populaire. Bon, ça peut être à côté d'une autoroute, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de vestiaire, il y a juste le terrain, etc. Bon, c'est des choses qui peuvent être extrêmement rudimentaires, mais... Et il y a le golf. Alors, le golf, qui reste une pratique distinctive, mais il faut savoir que depuis une dizaine d'années, la Fédération française de golf s'est lancée dans une politique de démocratisation du golf. Alors après, rassurez-vous, les golfeurs traditionnels trouveront toujours des endroits où faire du golf tranquillement entre eux, sans devoir se mélanger socialement avec des gens d'extraction un peu plus modestes qui, comme chacun le sait, sont souvent plus bruyants, plus désordonnés. Enfin bref, il y a des choses tout à fait épouvantables et relativement inacceptables. Ces sports nouveaux sont souvent des sports individuels. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un sport est individuel qu'on le pratique seul. Et ça, c'est justement un des aspects intéressants quand on étudie l'organisation des différentes pratiques. Prenons l'exemple du jogging. Ça, c'est le sport individuel par excellence. Je cours pour entretenir ma forme. Donc, c'est presque totalement égoïste. Pourtant, on court en groupe.
Ce sont des groupes informels qui se constituent autour de la pratique du jogging. Ceux qui pratiquent tout seuls, généralement, n'arrivent pas à tenir très longtemps dans la pratique. L'exception peut-être à cela, ce sont les clubs de forme, les clubs de remise en forme, qui sont très nombreux à se développer. Donc, quand on veut faire du step, quand on veut faire du bodybuilding, un certain nombre d'activités comme celle-là, on va dans un centre payant. On est dans une entreprise commerciale. Il y a une expression que je ne serais plus capable de vous dire l'auteur, mais je pourrais le retrouver si la question vous intéresse vraiment, qui dit, dans le club, dans les centres de forme, on est seul ensemble. C'est-à-dire on pratique au milieu des autres, mais là, on est vraiment totalement isolé. Comment on fait pour s'isoler? Lunettes de soleil, écouteurs, on évite de croiser le regard des autres, etc. Il y a tout un ensemble de techniques qui permettent d'être seul ensemble, de se couper du reste des autres. Donc là, on n'a vraiment pas du tout envie de partager un moment de sociabilité, de convivialité avec les autres personnes qui pratiquent à cet endroit-là. Je continue ? Un petit peu, mais ne te crois pas obligé de répondre à tout, parce que c'est pas possible. Et je vois que entre dans la salle des arrivants qui vont participer à l'événement suivant. Donc il faut que je me dépêche. Et puis notre ami Dimitri va répondre sur Vichy et le sport. Donc peut-être je te passe le micro quelques instants pour le sport. Non, je termine. Alors, que reste-t-il des stages Maurice Baquet? C'est vrai que les stages Maurice Baquet ont une très grande influence sur l'éducation physique scolaire en France jusqu'aux années 90, début des années 2000. On assiste depuis les années 2000 à un virage, c'est-à-dire qu'il y avait deux conceptions très concurrentes. D'un côté, celle qui était dans le prolongement des stages Maurice Baquet, de l'autre, une tendance qui était portée par un des ennemis intellectuels de Robert Méran, Pierre Parlebas, si vous connaissez le personnage, quelqu'un qui est tout à fait charmant par ailleurs, mais les deux étaient vraiment en désaccord sur un certain nombre de points et impossible de trouver un terrain d'entente. Donc deux conceptions de l'éducation physique extrêmement opposées. Et c'est la deuxième conception qui aujourd'hui est en train de l'emporter. Alors, vous savez, maintenant, à l'école, il faut travailler par compétences. Et donc, c'était une façon commode pour cette deuxième façon d'envisager l'éducation physique, de s'imposer sur la précédente. Donc, vous pourrez rentrer, si vous voulez, dans le détail de ce qui les oppose, mais je crois que ce n'est pas ça qui est le plus important. Donc, ce qu'il reste des stages Maurice Baquet, c'est le souvenir d'une expérience riche, porteuse, qui a beaucoup influencé l'éducation physique à une certaine époque, mais aujourd'hui, on est en train de se détourner de cet héritage. Le nationalisme. Ah, le nationalisme. C'est intéressant. Ah, mais c'est pas intéressant. Alors, je renvoie à la table ronde de demain. Voilà. Donc, et je m'arrêterai là pour ça. Voilà, parce que le nationalisme a à voir avec l'international, et avec le global et le mondial, et les nouvelles configurations mondiales du sport, n'est-ce pas? Et donc là, vous touchez à quelque chose de tout à fait important. Je voudrais quand même, comme on n'a pas beaucoup de temps, donner la parole à Dimitri pour revenir sur notamment l'aventure, entre guillemets, sportive du régime de Vichy, et aussi l'aventure personnelle de Rino Della Negra dans son combat patriotique. N'oublions pas qu'il a été coursé, arrêté par les policiers français, qu'il a été livré aux Allemands, fusillé par les Allemands à 20 ans, et qu'après, d'aucuns ont complètement oublié cette figure de la jeunesse sportive de l'Île-de-France, et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un devoir de mémoire, on a un travail documentaire et documenté de mémoire à faire autour de ce personnage qui n'est pas seul, évidemment, mais qui est emblématique. Ouais, non, très rapidement, je sais qu'on doit libérer l'espace, mais oui, Rino, c'est quelqu'un qui participe à peu près une vingtaine d'actions armées, d'opérations militaires de la résistance sur une période très courte, entre mars et novembre 1943. Donc c'est une vie, les vies des résistants sont des vies très denses, vraiment d'une extrême densité, qui se passent souvent à bicyclette d'ailleurs, pour rebondir sur voilà. Non mais oui, l'essence est rationnée, il n'y a pas de voiture, et lorsqu'un partisan frappe, il doit fuir juste après. Ça se fait très souvent par des bicyclettes qui ont été volées la veille ou les journées précédentes.
Et puis pour le développement de ces actions, je vous renvoie bien évidemment au livre. La politique du sport sous Vichy, c'est très compliqué. Elle est menée surtout par deux figures, Jean Borotra d'abord et Joseph Pasco ensuite, un tennisman et un rugbyman. Coïncidence? Je pose la question. En tout cas, ce sont des gens qui vont mener une politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'anti-professionnalisme. Et concernant le football, en fait, ils vont notamment attaquer l'élite du football professionnel, notamment le Red Star, donc dans lequel a été recruté Rino. En fait, c'est pas tellement que ces clubs sont démantelés, certains peuvent perdurer, mais avec le statut de club amateur, tout simplement. Et par conséquent, quand Rino arrive au Red Star, il arrive dans une équipe qui est composée en partie d'anciens joueurs professionnels. C'est le cas du capitaine du Red Star de l'époque, Léon Funkinos. C'est un ancien de l'équipe pro, mais qui joue officiellement du moins comme amateur. Ça peut être d'ailleurs de l'amateurisme marron. Mais ce qu'on appelait l'amateurisme marron, c'est-à-dire un professionnalisme déguisé, dissimulé. Voilà. Et puis par ailleurs, juste pour essayer de conclure très rapidement, mais juste sur les choses que je connais, parce que j'ai précisé au début que moi j'étais historien du communisme. En fait, il y a un aspect quand même dans tout ce qu'on vient de dire que je trouve assez fascinant et assez presque un peu contradictoire, c'est que finalement la FSGT et avant elle, ce qui l'a précédé dans la galaxie communiste, à savoir la FST, a connu à la fois une lente adaptation vis-à-vis de ce qu'on a appelé le sport moderne, qui était qualifié de sport bourgeois par les organisations ouvrières, mais qui est le sport en fait tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce qu'on appelle le sport moderne, c'est-à-dire un sport chronométré, avec compétition, avec entraînement régulier, etc., etc. Au départ, la galaxie communiste est radicalement opposée, mais la galaxie aussi social-démocrate. Socialistes comme communistes sont complètement opposés au sport moderne et veulent bâtir un modèle alternatif qui soit le modèle du sport ouvrier ou du sport rouge. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout parce que, là encore, je schématise, mais les ouvriers sont fascinés par la pratique du sport moderne et par le spectacle du sport moderne. Par conséquent, il y a très progressivement une adaptation de ces structures-là vis-à-vis du sport moderne à cause de ce désintérêt relatif des ouvriers et aussi parce que l'Union soviétique rentre pleinement dans le jeu de la compétition internationale, on rebondit sur le nationalisme, c'est-à-dire que l'Union soviétique, se servant du sport et des performances sportives comme vitrine pour le socialisme, eh ben les formations qui soutenaient le socialisme ou l'Union soviétique devaient de fait être face à une contradiction. On est contre le sport moderne dans la société capitaliste, mais on le vante dans le cadre de la société soviétique. Progressivement, tout ça s'aplanit, notamment, j'insiste là-dessus, au moment du Front populaire. Et puis ensuite, la FSGT va connaître en fait une sorte de retour à tout ça, à ces réflexions profondes sur ce que doit être le sport ouvrier, qu'est-ce qui le différencie vraiment du sport moderne, je mets des guillemets, et je trouve que ça, c'est une réflexion vraiment passionnante parce que ça nous montre en plus que les choses ne sont pas linéaires, mais qu'elles sont liées aussi à la géopolitique, à la politique, au lien avec d'autres organisations syndicales ou politiques du mouvement ouvrier, et tout ça a été déjà beaucoup traité, continuera de l'être par les collègues historiens, et on ne peut que s'en féliciter. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dimitri. Écoutez, si vous êtes d'accord, on va conclure. Et je vais conclure en évoquant la poursuite des travaux de ces rencontres, puisque demain, il y aura une table ronde de grande qualité qui va notamment aborder les questions qu'on vient d'évoquer, et notamment les questions qui touchent à l'olympisme. Et l'olympisme, ça renvoie bien sûr à Coubertin, à une idéologie d'ensemble, mais aussi à une vision mondiale du sport, dans lequel il y a la question des professionnels, il y a la question des nations, et il est certain que l'olympisme, quand il y a 35 nations indépendantes, ce qui est le cas des années 30, et quand il y en a 190, ce qui est notre cas aujourd'hui, c'est plus le même sport mondial. Hein, ça, il faut s'y faire, mais en même temps, on sait que ce qu'on pourrait appeler le cadre national, le monde même de ce qu'on pourrait appeler l'industrie du sport,
parce qu'il y a l'industrie du sport dont on n'a pas parlé. Demain, je pense qu'on pourra en parler, c'est-à-dire du vêtement, notamment. L'industrie de l'ensemble des dérivés du sport a été amenée à faire que certains sports distinctifs ont été envisagés comme des sports internationaux. Pour couper court au nationalisme, on a développé une sorte d'intérêt quasiment marchand, commercial, à une compétition mondiale. Je prends le tennis, le développement des tournois, mais on prend aussi le golf. Les tournois sont des tournois dominés par des individus, par un classement mondial qui n'est pas le nationalisme, mais qui vaut ce qu'il vaut. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, vous aurez l'occasion d'en parler demain. Je rappelle un épisode qui est mal connu. La France avait un champion olympique, recordman du monde, et qui s'appelait Jules Ladoumègue. En 1932, Jules Ladoumègue a été l'objet d'une procédure. Il était progressiste, antifasciste et de gauche. Et Jules Ladoumègue a été disqualifié par sa fédération sportive au motif qu'il avait été un amateur marron, qu'il avait touché des rétributions pour certaines courses. Et c'est tout à fait intéressant de voir ce que l'amateurisme olympique d'une époque a couvert, surtout quand on est dans la période où on va voir se développer une politique d'étatisation autoritaire du sport avec les Jeux de Berlin. Hein, Alors, on passe des Jeux de Los Angeles en 1932 aux Jeux de Berlin en 1936, et on voit bien comment, à la fois, le commerce aux États-Unis et l'État dictatorial et autoritaire et raciste nazi a affecté le sport de toute cette époque. Donc, je pense que vous aurez des moments intéressants à évoquer demain, les Jeux Olympiques, les contre-Jeux Olympiques. Et je vous signale que dans le numéro des cahiers d'histoire qui vient de sortir, il y a toute une réflexion qui est centrée sur ces questions. Bonne soirée, on continue. Au revoir. Ah, j'ai oublié de dire que la Fondation Gabriel Péri a participé à la préparation de ces journées et qu'aussi elle aidera à la mise en ligne, si j'ai bien compris, des captations qui sont faites et qui permettront de diffuser largement l'événement.